la première thématique, c'était ce que j'ai énoncé, et la deuxième sera traitement des données climatiques, automatisation du pré-traitement et de la récupération des données par React. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Dacine, Ferhat, Jérémy et Florent. Et nous sommes des étudiants, des alternants de l'Université de Cergy. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc notre sujet, c'est la corrélation des données climatiques avec le comportement des matériaux du patrimoine. En termes simples, on va expliquer pourquoi le changement climatique dégrade le patrimoine culturel. Ce projet s'est fait aussi avec les deux thèses de Adèle Cormier, Cypre Polisia, et aussi David Roque à m'aider. Aussi, nous avons eu la chance d'être encadrés par plusieurs institutions, Nestor Gozavo de l'ETIS, Amborges du C2RNF, Fabrice Sourma de l'IPTOPOS, Jean-Marc Vallée du CICRP, Martin Labouret du MESCA. Alors, tout d'abord, nous allons faire un contexte général du projet. Dans un scénario de plus 2,4 degrés Celsius d'ici l'année 2100, le climat méditerranéen en rouge ici pourrait progresser largement vers le nord, alors qu'au contraire, le climat montagnard en bleu totalement. Donc, quelles sont les conséquences de ces changements? Tout d'abord, une modification des espèces végétales, comme par exemple le chêne vert qui pourrait remplacer le sapin. Et aussi, il y a des risques accrus, comme des risques de sécheresse et des risques d'incendie. La préservation de ce patrimoine est de plus en plus menacée. En fait, il y a une dégradation qui s'accélère de jour en jour. UNESCO et l'ICOMOS nous alertent déjà sur cette urgence de protéger ce patrimoine. Dans notre projet, nous avons choisi d'étudier quelques sites, 3 sites, la flèche de la cathédrale Notre-Dame qui se trouve à Strasbourg, le site archéologique de Bibracte, la chapelle Saint-Pierre de Vidron-sur-Mer. Ces 3 sites-là ont chacun un différent climat et ça nous permettra donc de mieux comprendre les causes de ces dégradations. Comme ça a été dit, les sites ont été sélectionnés selon les thèses Prism et Amédée. Donc, on a un premier site qui est la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, qui culmine à 142 mètres de haut et qui est à près de 600 maintenant. Sur cette flèche, 2 capteurs ont déjà été installés photo, 4 capteurs à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la flèche pour l'humidité et la température. Et puis un capteur de fissurométrie également a été installé pour mesurer l'évolution d'une fissure spécifique dans la façade. Ce site a été choisi en raison de ses conditions climatiques, donc des hivers froids, des étés assez chauds et une pollution à laquelle le monument est exposé. Le second site, c'est le site archéologique de Bibracte, donc c'est une ancienne ville gauloise, où là, cette fois-ci, il y a également une campagne d'imagerie scientifique qui est faite sur 2 zones. On en parlera juste après, et également des capteurs d'humidité, de température sont installés, un fissuromètre une nouvelle fois. Et ce site, cette fois, lui, est exposé fortement aux intempéries, et également par le fait qu'il soit très ancien. Et enfin, le dernier site, c'est la chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer. Donc, c'est une chapelle qui a été construite au XVIe siècle et qui se situe au bord de mer en Alpes-Maritimes. Donc, elle a été restaurée au XXe siècle, en 1957. Donc, quelles sont les données qui sont collectées dans cette chapelle? Donc, il y a 4 zones où sont menées des campagnes d'imagerie scientifique et il y a aussi des capteurs extérieurs et intérieurs qui permettent de mesurer la température, l'humidité et le CO2. Donc, pourquoi ce site est pertinent? Parce qu'il se situe en bord de mer, donc il y a une exposition directe à l'érosion marine, ce qui fait qu'il y a des altérations visibles directement sur les fresques. Donc maintenant, nous allons vous présenter les objectifs globaux du projet. L'objectif est de prédire l'impact du changement climatique sur l'altération des matériaux du patrimoine. Donc, pour ça, on va collecter des données multimodales
c'est-à-dire des données provenant de sources textuelles ou alors visuelles, et on va alimenter des modèles prédictifs. Ça nous permettra donc de corréler les données du changement climatique avec les dégradations observées. Donc pour cela, nous avons deux grosses parties, la partie imagerie scientifique et la partie données climatiques qui vont donc être expliquées en détail et qui permettent donc d'alimenter un modèle transformer qui sera aussi expliqué dans les prochaines slides. Alors, comme l'a dit mon collègue, nous avons une partie climatique. Les données climatiques, on va aller récupérer automatiquement des données depuis Internet ou depuis d'autres sources et les traiter et faire certains calculs pour sortir certaines métriques. Il y a aussi une partie imagerie scientifique. Là aussi, on va récupérer des images automatiquement et on va faire des analyses et voir les interactions qui ont été faites et qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors, tout d'abord, on veut savoir qu'est-ce qui provoque la dégradation de ces matériaux. Deux grandes choses, la température et l'eau, les variations de la température et l'eau. Ces deux-là, quand on les combine, on peut avoir du gel et du dégel, notamment il y a la température qui passe à zéro, enfin en dessous de zéro, ensuite remonte au-dessus de zéro. L'eau aussi peut provoquer une action de sel et il peut s'infiltrer aussi dans la pierre, ce qui peut provoquer aussi ces différentes dégradations. L'eau aussi aide au développement du micro-organisme. On a donc la biocolonisation et ça dégrade donc les matériaux. On a aussi la dilatation thermique, c'est-à-dire quand il fait chaud, la tour Eiffel par exemple, elle se dilate et dès qu'il fera froid, elle va se rétrécir. Et ça aussi, ça peut dégrader les matériaux. Alors, plusieurs capteurs ont été installés sur plusieurs sites, notamment Villefranche, Strasbourg. Alors, si on prend par exemple Strasbourg, il y a des capteurs d'humidité et de température qui ont été installés. Une sonde sur surface pour pouvoir calculer le point de rosée, comme on peut le voir ici, a aussi été installée. Et nous avons aussi un fissuromètre de marque Soniac qui a été installé sur une fissure existante pour pouvoir suivre en continu donc l'ouverture de la fissure. À Villefranche, puisque c'est un climat maritime, nous avons rajouté des sondes donc à l'intérieur et à l'extérieur pour suivre ces effets. Les capteurs, la plupart des capteurs sont connectés à ThingsBoard. Donc, c'est une plateforme qui centralise les données toutes les 20 minutes. Puis, nous avons des capteurs qui ne sont pas connectés. Donc, ces capteurs-là, on intègre les données manuellement via des fichiers Excel, comme on peut le voir ici. Et puis, pour pouvoir enrichir nos données, nous avons rajouté des sources externes, notamment donc, OpenMeteo, qui rajoute des données climatiques horaires sur site. Donc, on va entrer, par exemple, la latitude et la longitude de Strasbourg. Et puis, nous allons récupérer les températures qui sont relatives à ce site-là. Et nous avons aussi les données du fissuromètre, donc notamment la température et les fissures qui nous permettent d'avoir plus de données climatiques. Okay. Après avoir récupéré ces données-là, donc on a besoin de calculer certaines métriques qui vont nous aider à expliquer pourquoi il y a eu des dégradations sur notre patrimoine. On a calculé par exemple la température moyenne, le maximum et le minimum sur une certaine durée qu'on choisit d'étudier. On peut aussi calculer le cycle de gel, c'est-à-dire le nombre de fois où la température passe du positif au négatif ou l'inverse. On calcule aussi l'amplitude thermique, c'est-à-dire les variations de la température sur une durée donnée. Et on a besoin aussi de calculer l'humidité moyenne
ça nous aide aussi à mieux comprendre ces changements. Ici, on peut voir un exemple de ces données-là qu'on a calculées pour différents cas. Alors, comment ça se passe réellement de notre côté? On a les sources de données en ligne et on va aller chercher donc ces données-là automatiquement. On va les stocker sur notre machine et les processer avec des langages de programmation, Python par exemple. Et à la fin, on va en faire sortir donc ces métriques-là, la moyenne, le minimum, etc. Et tout ça va être stocké dans des matrices qu'on va ensuite fournir à l'équipe imagerie qui va se charger ensuite de croiser les données imagerie et les données climatiques pour mieux expliquer ces dégradations. Ici, par exemple, on va, disons que l'équipe imagerie a étudié cette image-là, et donc sur une longue durée, ce mur-là, pardon, sur une longue durée, et là, on a conclu que ici, on obtient un score de dégradation, disons, qui monte à la fin. Et pour expliquer pourquoi on a eu cette dégradation qui monte, on va combiner aussi avec les données climatiques. On remarque ici, par exemple, que l'humidité moyenne a chuté à la même période. Et en même temps, la température a beaucoup augmenté durant cette période-là. Et ceci explique ça. Alors, sur la partie climatique, du coup, c'est des campagnes d'imagerie scientifique qui sont effectuées. Donc, le but, ça va être de surveiller dans le temps la détérioration du patrimoine culturel qui est étudié. Les intérêts de cette technique, donc, c'est qu'elle n'est pas intrusive et elle va nous permettre de voir des altérations qu'on pourrait peut-être pas voir à l'œil nu. Elle est facilement répétable dans le temps. Et surtout, donc, le dernier point qui est là, c'est qu'elle va nous permettre de compléter les interprétations qu'on aurait pu faire avec les données climatiques. Donc, c'est justement l'idée de multimodalité, d'avoir des images pour apprendre plus de l'altération du patrimoine. Donc, pour ça, ces campagnes d'imagerie sont effectuées avec plusieurs types de lumière, lumière naturelle, infrarouge, ultraviolette et semi-rasante. Donc ça va permettre de mettre en avant différentes informations, des fissures, de l'humidité, des infiltrations avec l'infrarouge, des résidus, des fissures avec l'ultraviolet, et puis avec la lumière semi-rasante, on va pouvoir voir plus facilement les craquelures et les reliefs. Donc l'idée, ça va être de suivre dans le temps ces sites avec de l'imagerie scientifique. À partir de ces images, donc, on a établi deux méthodes principales. D'abord, en mesurant les dégradations. Pour ça, on a tout un processus où on va d'abord segmenter ces images en plusieurs segments. Ces segments, on va après extraire des informations de ce segment et établir un score de dégradation, puis un score de dégradation global qui va nous permettre de savoir vraiment à quel point ce site est dégradé ou non. La seconde méthode, elle va consister à créer un modèle de machine learning à partir des segments qu'on aura découpés. Et pour ça, on a besoin de constituer un gros jeu de données. Donc, on va voir du coup la première méthode qui consiste en l'extraction des caractéristiques d'une image. Donc, pour cela, on va pré-traiter notre image en la segmentant en 49 segments. Une fois que cette image est segmentée, on va faire tout d'abord une analyse locale de chaque segment afin de voir les dégradations par segment pour pouvoir enfin conclure avec une analyse globale du monument. Donc, on va extraire différentes caractéristiques, comme par exemple les textures, les motifs, les contrastes et les variations fortes. Ces textures vont être extraites dans une matrice, dite matrice d'information. Donc, c'est un fichier Excel où pour chaque ligne, on a un segment, et pour chaque colonne, on a donc un score représentant une caractéristique. Et enfin, on va croiser les modèles, les matrices images et matrices climatiques dans un modèle transformer.
Donc, on va utiliser les caractéristiques que je viens de citer à la slide précédente dans la matrice image et les caractéristiques qui ont été citées par mes camarades dans la partie climatique. Et on va utiliser un modèle transformer. Donc, un modèle transformer, c'est un modèle qui prend en entrée du coup, des données multimodales et qui va faire des calculs et sortir un score numérique en sortie qui, pour nous, sera l'indice d'altération I, qui permet donc de mesurer la dégradation du monument. La seconde méthode qu'on a fait, donc c'est comme on présentait juste avant, c'est une méthode de machine learning où, pour faire simple, on a besoin d'alimenter un algorithme avec beaucoup de données dans le but que ce modèle puisse prédire si des images qu'il n'a jamais vues contiennent des fissures ou non. Donc la problématique avec cette méthode, c'est que le domaine patrimonial, il est très spécifique, donc on dispose d'assez peu de données images qui puissent nous permettre de détecter ces fissures dans ce type de mur précisément. Et donc la solution qu'on a trouvée, c'est de générer des images synthétiques à partir des données dont on dispose déjà. Donc pour ça, on a utilisé une méthode qui s'appelle un cycle GAN. Le principe, ça va être donc d'utiliser notre jeu de données de briques saines et de briques fissurées et de faire rentrer ça dans le modèle, donc domaine A, brique saine, domaine B, brique fissurée, et d'apprendre au modèle à générer des images de fissures à partir de murs sains. Donc cette image générée, elle va ensuite être comparée avec des images réelles de murs fissurés. Puis on complète le cycle en régénérant dans l'autre sens le mur fissuré en mur sain, ce qui permet au fur et à mesure d'apprendre au modèle à générer des images réalistes de fissures comme on peut l'avoir ici. Alors, quels sont les intérêts de l'IA dans notre projet? Tout d'abord, ça nous fait gagner beaucoup de temps, car ce sont beaucoup de calculs qui sont donc effectués par l'ordinateur. Aussi, c'est totalement automatisé, donc il n'y a pas d'intervention directe humaine, sauf pour valider les données à la fin. Et enfin, on obtient un score numérique de dégradation, ce qui permet de comparer les segments et donc d'avoir une base numérique sur laquelle se baser. Il y a quelques contraintes à utiliser l'intelligence artificielle dans notre projet. D'abord, le besoin de beaucoup de données qui a pu être réglé avec le modèle GAN expliqué précédemment. Et aussi le fait que certains éléments extérieurs comme la pluie ou parfois la luminosité peuvent changer un petit peu les résultats. Alors, pour faire un bilan sur notre travail, nous avons commencé avec le pré-traitement des données en parallèle avec l'extraction d'images. Et puis, nous allons entamer le calcul des matriques en parallèle avec la génération des images avec un GAN. Et comme perspective d'amélioration, nous souhaitions intégrer les données collectées ainsi que les modèles développés dans le logiciel Transformer. Et puis, pourquoi pas avoir aussi une cartographie des altérations. Et merci pour votre attention. Si jamais il y a des questions à poser, est-ce qu'on peut savoir un peu quels sont chacun vos parcours et vos implications dans ce gros projet? Plutôt, savoir un peu comment ça s'organise. Tous les quatre en Master 2 en data, okay. En alternance dans des entreprises qui n'ont pas de rapport avec le patrimoine. Et donc, on travaille sur ce projet pendant le heure de cours. Voilà. Et donc, Jérémy et moi, on a plutôt travaillé sur la partie image et Ferhat et Yassine sur la partie données climatiques. Ok. Donc, pas du tout de connaissances sur justement les parties patrimoine ou climat. Voilà. C'est vraiment la data. Ouais, okay. On a dit quelques inexactitudes. C'est vraiment juste pour savoir si vous avez plutôt des profils sur le climat, sur les choses comme ça. Voilà. Il y a des questions? Ouais. C'est juste une curiosité. Que signifie le terme semi-rasant? Alors, je peux essayer de répondre, mais je pense que la lumière est projetée sur le côté, donc ça permet. C'est peut-être pas une raison totale comme on entend sur des sites. Des photographes, ça doit être. Moi qui l'ai pris deux avec la photographe au plus carré. Et en fait, elle distingue ce qui n'était pas la limite.
pour en parler scientifique, mais elle est un fluorescent dans lequel elle met vraiment la lumière presque parallèle à la surface photographiée. Et là, celui qui se présente, c'est 2 taches à 45 degrés. Et donc, du coup, ça permet vraiment de voir un flash que voilà, on alterne les flashs et on voit vraiment bien en fait, les reliefs de surface et les gravures. J'ai aussi une question sur le Vibract. À un moment, vous montrez un graphe qui explique pourquoi le score de détérioration augmente. Parce que, en fait, l'humidité baisse. J'ai vu qu'elle montait de 100 à 50. Au début, je me demandais ça sentait comment. C'est la saison, c'est la pluie. Ah oui, voilà le graphe, le décrochement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça passe de 100 à 50? Ah bah, Après, oui, mais je me demandais. dans les climatiques, mais c'est ce qu'on peut extraire. Ça, c'est mensuel. C'est mensuel. Oui. Enfin, là, c'est toute une année. Ok. Donc, c'est par rapport à la période d'hiver et d'été. Ah oui, Et c'est là où elle a. Oui. Enfin, c'est pas zéro, on va. Non, c'est vrai quand. Et du coup, les sites, vous travaillez tous sur toutes les données de tous les sites ou vous répartissez un site en particulier? Non, toutes les données vraiment. Toutes les données qu'on voulait. Pour la partie image, on a Vibract. À Villefranche, on n'a pas trop exploité. Et puis après, Strasbourg un peu. Les capteurs sont récents et là, c'est pas l'imagerie scientifique. C'est des capteurs qui prennent des photos quotidiennement. Il y a un gros tri, il y a un gros tri des données climatiques quand même. Il y a énormément, des milliers de données climatiques. Donc il y a vraiment des gros travail qui est fait sur le tri et sur la qualité des données qui sont faits en amont. Parce que du coup, là, les conditions de suivi climatique, c'est un suivi que vous avez déjà amorcé depuis plusieurs années. Ou ça a débuté avec le stage? C'est des choses qui ont débuté avec la PVD, il a débuté l'année dernière. Depuis l'arrivée à l'entrée. La plupart des capteurs climatiques comme une mesure toutes les 20 minutes. Ok. C'est là beaucoup de données. Il y en a 16 sur le Et du coup, j'imagine que le choix des sites, c'était pour avoir une sorte de représentativité de ce qu'on trouve dans le patrimoine entre le site archéologique, qui en se matérialise, de climat. de climat et Des environnements et des climats. Dernière question. Sur l'intelligence artificielle, comment on fait pour la souveraineté des données? Enfin, est-ce que vous travaillez en open source? Comment ça marche? Est-ce que tu as des questions pour se pose? Est-ce que vous travaillez avec des solutions privées? Non. Non, c'est qu'on utilise des librairies de. Ouais. Mais tout est en local en fait. Tout est en local. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas aussi Externalisé. OpenAI. C'est ça. L'outil, c'est de le faire en open. que ça soit ouvert à aux gens du patrimoine, à toutes les personnes qui sont intéressées par ce type de. Ok, voilà, merci beaucoup. Merci à vous. les gars.